Bon après-midi, mesdames, messieurs. Je m'appelle Hugues Baudouin-Dumouchel. Bienvenue à la cérémonie de remise du prix littéraire Jacques Poirier. C'est pas parce que le Salon du livre n'est pas en présentiel, pour reprendre ce mot à la mode, qu'on va déroger à nos bonnes vieilles habitudes, c'est-à-dire de remettre justement un prix à un auteur ou une auteure de la région. Et puis, cette année, on va encore une fois remettre un prix et j'aurai la chance de m'entretenir avec le ou la lauréate, en fait, la lauréate qu'on va présenter dans quelques instants. Et puis, nouveauté cette année, bon, c'est certain que ça aurait été agréable de les avoir ensemble, dans la même salle, de pouvoir leur parler en personne. Mais grâce à la magie de la technologie, je vais aussi, au cours des 45 minutes, m'entretenir avec celui qui a gagné le prix théâtre du Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Michel-Marc Bouchard. Mais avant, je cède la parole à Madame Marie-Josée Goulet, qui est la présidente de la Corporation du prix littéraire Jacques Poirier-Outaouais. Madame Goulet va nous dévoiler la lauréate de cette année. Merci Hugues, c'est un privilège pour moi d'être ici parmi vous aujourd'hui. Le prix qu'on remet aujourd'hui est nommé en l'honneur de Jacques Poirier, le fondateur du Salon du livre de l'Outaouais. C'est un prix important pour notre région parce qu'il souligne le talent exceptionnel d'un auteur ou d'une autrice qui habite dans l'Outaouais ou qui en est originaire. Et il y a une nouveauté cette année, on est très fiers de ça. Il y a un partenariat avec les prix littéraires du Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Un partenariat qui va permettre aujourd'hui et dans les années à venir aux personnes lauréates de rayonner respectivement dans les deux régions grâce à des entretiens croisés comme celui qu'on vous présente aujourd'hui. Le prix littéraire Jacques Poirier-Outaouais existe depuis 1992 et s'accompagne d'une bourse de 2 000 $. Et c'est grâce à nos indéfectibles partenaires que nous pouvons remettre ce prix-là. Donc, je souhaite remercier chaleureusement, au nom de la corporation, la Ville de Gatineau, l'Université du Québec en Outaouais, le Cégep de l'Outaouais, la Caisse des Jardins de Hull-Elmer et, évidemment, le Salon du livre de l'Outaouais. Depuis de nombreuses années, ces partenaires contribuent généreusement à notre organisation afin de faire rayonner un auteur ou une autrice de l'Outaouais et nous en sommes très reconnaissants. Pour finir, j'aimerais souligner l'implication des membres du jury, sur qui l'évaluation des œuvres repose chaque année. Merci à Marie-Josée Boudreau, à Geneviève Lessard et à Mathieu Damour pour leur professionnalisme. Et je vais justement céder la parole à Mathieu Damour, le président du jury. Et c'est pas pour faire mentir Hugues, mais c'est lui qui va vous présenter la lauréate. Merci. Merci. Merci beaucoup. Alors, avant de commencer, je voudrais simplement remercier toutes les autrices, auteurs, les maisons d'édition aussi qui ont soumis des œuvres dans le cadre du prix littéraire Jacques Poirier cette année. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir que le jury s'est penché sur ces œuvres-là. Cette année, l'œuvre que nous avons choisi d'élire pour le prix littéraire Jacques Poirier est la pièce de théâtre Copeaux de Mishka Lavigne. Copeaux, c'est tout ce qu'il reste après la destruction. Les innombrables fragments de ce qui autrefois était, mais qui n'est plus. Les vestiges de ce qui ne se recolle pas, de ce qui ne saurait se reconstituer. Mishka Lavigne a la plume noire de la corneille perchée sur son fil, qui attend de se repaître de la carcasse des amours mortes. Il n'y a pourtant pas d'animosité ni de haine à travers ce regard calme et lucide qui guette elle et lui, deux êtres qui étouffent et qui s'étouffent dans une relation agonisante, deux êtres qui ont soif d'absolu, qui voudraient bien aimer inconditionnellement comme des chiens, mais qui n'arrivent qu'à être des loups. Dans Copeaux, la poésie est glaciale et belle comme la forêt après le verglas. Il y fait froid. Elle et lui se désagrègent au fil d'une traversée des territoires intérieurs hostiles et enneigés, quand le cœur et les mains gèlent, impuissants, et ne sont pas capables de se refermer sur les choses. Le sol de la forêt des mal-aimés est jonché de souvenirs fugaces et de sentiments éteints. Pourquoi les feuilles tombent-elles? Pourquoi l'amour meurt-il? C'est l'universelle quête de sens qui habite ces deux âmes perdues au cœur de la coupe à blanc, où il n'y a que le vide et un inquiétant silence qui soit offert en guise de réponse à ces étrangers à eux-mêmes dont les repères ont soudainement disparu. Tout se passe sous la surface des choses, sous l'écorce qui s'émiette et ne sert guère de rempart quand ce sont les racines qui ont pourri. Les mots de la vigne embaument sa pièce des odeurs de sous-bois,
enivrant et inextricable mélange de choses qui vivent et qui meurent. C'est finalement dans le tortueux sentier de la résignation devant l'absurdité des choses que s'engagent les personnages. Par-delà cet immémorial vertige existentiel, l'épineuse tâche de se réécrire sur les ruines de soi-même, envahi par la broussaille, de se réinventer sans l'autre. C'est la forêt qui brûle pour mieux renaître, et que lui résume à la toute fin de son parcours touchant et bouleversant. Je marche vers l'endroit où tu brûlais, et il ne reste rien, pas même un fragment de toi. Où tu te trouvais, un minuscule arbre vert naît de la terre détruite. C'est avec un immense plaisir que j'invite Mme Mishka Lavigne à recevoir son prix, qui lui sera remis par Mme Marie-Josée Goulet de la Corporation du prix Jacques Poirier. En fait, le prix a déjà été remis à Mishka, donc pour éviter qu'il y ait un échange d'objets, Mishka a déjà accepté son prix. Merci. Merci beaucoup, Madame Goulet. Merci beaucoup, Monsieur Damour. Mishka Lavigne, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On a parlé fort éloquemment de ta pièce Copeaux, une pièce de théâtre. Alors, c'est le théâtre qui est à l'honneur cette année, justement, pour la remise du prix littéraire Jacques Poirier. Copeaux, une pièce qui a été présentée à la Nouvelle Scène, à peu près, en mars 2020, Oui. mais dont toutes les représentations n'ont pas eu lieu. Pourquoi, Mishka? Parce que une pandémie, donc nos représentations ont été interrompues le 13 mars à la fermeture des théâtres à Ottawa. Donc, on a perdu nos 2 dernières représentations, le 13 et le 14 mars. Ça a été extrêmement crève-cœur comme moment. La Nouvelle Scène nous a permis le vendredi soir, donc le soir où tout a fermé, nous a permis de tourner notre captation vidéo sans public parce qu'elle était prévue pour le vendredi avec la personne qui faisait la vidéo. Donc, au moins, on a ça qui nous reste. Puis, on espère que cette production-là va pouvoir retrouver la scène éventuellement. Mais c'est ça, il y a eu une pandémie qui a stoppé cette pièce. Donc, ça me fait bien plaisir de voir que la pièce peut trouver peut-être un autre public sous sa forme éditée par les éditions L'Interligne. Puis, c'est un immense honneur de recevoir le prix Jacques Poirier aujourd'hui. Ben, ce qui reste, c'est le texte oui. Publié, comme tu dis. Est-ce que je peux te demander d'en lire un extrait, s'il te plaît? Oui, absolument. Et puis, je vais aussi préciser d'emblée que Mishka et moi, on se connaît très bien. On était au département de théâtre à l'université en même temps. Alors, c'est pour ça que je la tutoie, si vous vous posez la question, pourquoi je suis si familier avec elle. Alors, c'est le Repentir palimpseste 4, L. Il a neigé pendant 8 jours et 8 nuits. J'ai marché dans la gadoue sale, dans le dégelé et le regelé, vestige des roues des voitures. J'ai marché tellement longtemps que l'eau et le froid sont passés à travers l'épiderme de mes bottes. J'ai regardé le blanc propre des endroits peu fréquentés, mais je m'y suis pas aventurée. La tête me tournait juste à regarder ces territoires pas défrichés, ces territoires qui devraient pas être dans une ville qui grouille de monde, ces endroits pas aimés où personne n'a posé les pieds. J'ai marché comme une somnambule dans les souvenirs de toi, de nous, d'avant. J'ai essayé de saisir les moments de toi, de nous, d'avant, mais même avec mes mitaines, mes doigts avaient trop froid et ma main restait ouverte, les doigts figés, incapables de se refermer sur les choses. Je me suis tenue sur le pas de ta porte. J'ai tendu mes bras de somnambule vers la poignée comme si c'était normal, comme si j'avais encore la clé, comme si c'était encore chez moi. Devant ta porte, le vent avait poussé une vague de neige immaculée de 8 jours et j'ai compris que les pas que j'avais remontés jusqu'ici pouvaient pas être les tiens. Je suis repartie en marchant dans mes pas à moi, des orteils aux talons. Le vent avait viré et la neige s'était arrêtée. Les gens étaient sortis déneiger, éliminer toutes les traces de la tempête. J'ai douté de l'existence de toi, de nous, d'avant. Gratter la neige jusqu'à l'asphalte. Merci beaucoup. De toutes les pièces que j'ai lues ou que j'ai vues de Mishka Lavigne, j'ai trouvé que c'était celle où l'écriture était la plus tactile, la plus sensorielle.
Est-ce que j'ai raison? Puis ça vient d'où? Oui, en fait, ça vient vraiment du processus de création de ce texte-là. Donc, c'est un texte sur lequel, c'est un projet sur lequel j'ai travaillé avec le metteur en scène Éric Perron depuis 2015. Donc, c'est un processus qui a commencé en écriture de plateau avec les comédiens Marc-André Charette et Frédéric Thérien, qui étaient les comédiens qui jouaient dans le spectacle 5 ans plus tard. Donc, on est parti à la base de vouloir travailler en communion ou de concert avec une autre forme d'art. Éric avait déjà travaillé avec des danseurs. Moi, j'avais déjà travaillé avec des musiciens. Donc, on a décidé de s'en aller dans l'univers de l'art visuel. On a commencé notre processus de travail avec l'art d'un artiste d'Ottawa, Stephen Thompson. Donc, à partir d'une série d'œuvres de Stephen Thompson, on en avait identifié 33 pour le processus. On a commencé avec les comédiens avec ces images-là. Donc, certaines, c'était des sculptures, des peintures, des dessins de Stephen Thompson. On a commencé à travailler avec ce matériel-là pour mener à du travail de corps, du travail physique qui était dirigé par Éric. Mm-hmm. Puis par la suite, moi, j'ai écrit le texte avec comme inspiration le travail de Stephen Thompson, mais aussi tout ce travail-là de corps qui a été fait par les comédiens. Donc, c'est ça qui a mené à l'écriture du texte en 2016-2017. Et par la suite, parce que c'était un processus qui s'inscrivait vraiment dans la durée, vraiment sur un 5 ans, on a commencé à intégrer nos concepteurs très rapidement dans le processus. Donc, Simon Labelle au son dès 2016. Donc, lui commençait à créer, même quand les comédiens étaient encore en exploration dans le corps, Simon travaillait à la création de son. On a eu ensuite John Doucet et Andrea Varchambault au décor et au costume respectivement à partir de 2018. Puis c'est quand on est rentré en 2019-2020, quand on a commencé à préparer le spectacle, qu'on avait notre salle, qu'on savait où on allait jouer, où là, on a pu inclure le travail de Paul Auclair à l'éclairage. On a eu aussi en 2020 2 apprentis, donc un apprenti à l'éclairage, Tristan-Olivier Breding, puis Jean-Christophe Yel à l'apprenti au son. Donc, un travail de longue haleine, donc sur 5 ans que ça s'est échelonné, comme tu dis. Comment tu aimais ça, ce processus-là? Ça a été un processus extraordinaire, vraiment. La volonté, autant pour Éric que pour moi, quand on a commencé ce processus-là, puis ça s'est fait au départ avec une subvention de l'ATFC, donc l'Association des théâtres francophones du Canada. Oui, et donc la Bourse Ontario de l'ATFC. Quand on a commencé ce processus-là en 2015, on savait pas que ça allait durer aussi longtemps, mais l'intention, c'était de voir si on travaille très lentement à rythme de, disons, 1 laboratoire par année, 2 laboratoires par année, qu'est-ce que ça peut donner comme spectacle? Puis on savait qu'on se lançait dans quelque chose d'assez gros parce qu'on partait justement de l'art de Stephen Thompson. Mm-hmm. On est allé voir Stephen plusieurs fois dans le processus de création. On a eu même à la Nouvelle Scène, quand le spectacle jouait, donc en 2020, on avait une exposition de Stephen Thompson dans la galerie John Rudy de la Nouvelle Scène. Oui. Donc, on avait ce mariage-là qui se faisait. Fait que ça a vraiment été une idée de voir, d'aller vraiment dans la durée, travailler lentement pour pouvoir créer cet objet-là. Puis au final, j'ai l'impression que ça a donné un spectacle qui était très tactile, qui était très... il y avait beaucoup d'éléments de la création qui était travaillé depuis très longtemps. Donc, le décor, c'était une énorme structure de métal et de tissu que John Doucet a créé, qui ressemble un peu à un nid, qui ressemble un peu à un abri. La structure pouvait bouger. C'était énorme, cette chose-là. C'était une structure de 12 pieds de diamètre par 12 pieds de haut. La longueur qu'on a pris pour faire le processus de travail a mené
à des éléments comme ceux-là qui étaient vraiment plus grands que nature. Une pièce donc créée en collaboration avec plein d'anciens de l'Université d'Ottawa. Et là, je me tourne vers un autre ancien de l'Université d'Ottawa, il faut le dire. Michel-Marc Bouchard, bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Bonjour Hugues, bonjour Mishka. Tout d'abord, je tiens à dire félicitations Mishka. C'est formidable ce que on va se tutoyer. De toute façon, on est tous d'anciens de l'Université d'Ottawa. On dirait que ça nous donne la permission, la licence de se tutoyer. Je dois dire, c'est formidable, Mika, comme elle vient de parler de sa pièce, parce que, d'une certaine façon, moi, je n'ai pas eu ce rapport-là avec sa pièce. J'ai eu un rapport qui est vraiment le rapport de la littérature, de la poétesse, de l'autrice. Et de ce sens-là, je tiens à moi également la féliciter pour cette œuvre, ce texte qui est magnifique, qui, entre autres, a une grande musicalité, une grande évocation. Je dirais que parfois, c'est Roland Barthes qui rencontre Anne Hébert, c'est Corneille aussi. Il y a cette espèce d'introspection au bistouri du sentiment amoureux est formidable. Et c'est comme si c'est une écriture qui, lorsqu'on la lit, il y a beaucoup d'évocations, ça nous rappelle beaucoup de choses, mais en même temps, c'est comme si c'était quelque chose de chuchoté. Alors, j'ai une relation extrêmement intime avec la lecture de ce très beau texte. Et Hugues, je suis très content qu'on se revoie. Ben oui, moi aussi. J'ai toujours dit que Hugues était le plus grand interprète au monde. J'aurais voulu l'amener dans mes valises parce qu'en toutes les langues, je n'ai jamais connu un interprète aussi sensible, intelligent et rapide. Voilà maintenant pour les compliments. Ben, merci beaucoup, Michel-Marc. Ben, à mon tour de te donner des compliments pour La nuit où Laurier Gaudreault s'est réveillé. Donc, pièce pour laquelle tu remportes le prix théâtre du Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Faut le dire que c'est un échange de bons procédés parce que Mishka aussi, en tant que lauréate ici à Gatineau, va avoir aussi son heure ou son 15 minutes, ou enfin, je sais pas combien de temps va être consacré, mais quelques minutes de gloire au Salon du livre qui va se tenir cet automne. Maintenant, sous quel format, on ne sait pas. On nous souhaite tous des vaccins très, très vite. Mais dans ce cas-ci, j'aimerais, parce que là, on parlait justement de la façon dont Mishka a créé sa pièce, donc avec des laboratoires de mouvement échelonnés sur 5 ans, avec, on incorpore de la scénographie 2-3 ans avant, d'éclairage 1 an avant. J'ai l'impression, et corrige-moi si je me trompe, La nuit où Laurier Gaudreault s'est réveillé, c'était une autre façon de faire, celle de Michel-Marc Bouchard. Je présume le dramaturge à sa table de travail, qui imagine des dialogues, qui peaufine, qui cisèle les répliques, tout ça. Ça s'est passé comment? Premièrement, Mishka nous a rappelé quelque chose d'essentiel, qui est que le temps, c'est le luxe de l'artiste, qui fait que nous avons le temps de se poser des questions, d'avoir des doutes, de devenir un buvard, de recracher les choses, de les polisser, ce qui fait que dans mon travail, mes pièces me demandent environ de 2 à 3 ans avant qu'on envoie l'aboutissement. J'ai tendance à vouloir avoir un casting assez tôt pour finalement entendre les voix de ceux qui vont faire la création. C'est comme pour moi, j'écris beaucoup plus des fois de la musique que j'écris nécessairement des images. C'est sûr qu'il y a une partie évocation au théâtre, mais il n'en demeure pas moins que j'ai besoin d'avoir cette musique-là. Ce qui veut dire que j'ai des distributions qui sont là très, très tôt, des fois même 2 ans, 2 ans et demi avant, où on chemine ensemble. On a, si on peut dire, c'est des ateliers de musique de chambre, dans le sens que ils sont là pour lire, ils posent des questions, mais c'est pas une création collective, c'est simplement moi qui ai envie de créer une distance par rapport à cet univers très schizophrénique qu'est l'écriture théâtrale, dans le sens que je passe ma journée à parler à des gens qui sont pas là et à les écouter. Ce qui fait que, oui, ce temps-là de préparation est capital. Par contre, peut-être qu'il y a eu l'histoire de loi dans ma vie où il y a eu un processus qui a ressemblé à ce que Copo, dans lequel Copo a été créé, avec lequel il y a eu l'histoire de loi, mais après ça, il n'y a pas eu d'autres procédés aussi où l'implication des autres concepteurs était aussi fondamentale à la création de l'œuvre. Ce qui fait que je me retrouve bien sûr dans un processus souvent à cause des maisons qui me produisent, des fois dans un processus quand même assez institutionnel, mais il n'en demeure pas moins que... et aussi, j'aime ça peut-être du fait que
avec le temps aussi, il y a comme plusieurs années qu'on n'a pas fréquenté l'Université d'Ottawa en même temps. Je suis presque à la fondation de Tabaret. Des fois, j'ai l'impression de vieillir tellement vite que ce qui se passe, c'est que avec le temps, oui, j'ai appris que les concepteurs, les metteurs en scène pouvaient aussi voler de leurs propres ailes et interpréter les choses comme ils le voyaient. Alors, je participe pas, autrement dit, à l'élaboration des costumes ou des décors, tout ça. Maintenant, j'ai dit, je vais en avoir la surprise. Et peut-être aussi, je me paye le privilège que mes pièces sont beaucoup rejouées, ce qui fait qu'il y a toutes sortes d'interprétations au niveau visuel. Ouais. Ouais. Dans ce cas-ci, la mise en scène de la création est assurée par Serge Denoncourt, c'était au TNM, je pense bien. Mais tu parlais du processus, comparativement à celui de Mishka, mais dans le cas de La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé, je ne sais pas si, par exemple, les accessoiristes ou les concepteurs de décors auraient été très heureux de savoir au début de la pièce qu'il y avait un corps qui restait en plein milieu de la scène tout le temps, parce que c'est une incursion dans le monde que je connaissais peu et que je tenais pas à connaître, pour être bien honnête, mais j'ai trouvé ça vraiment fascinant, de la thanatopraxie. Entre mots, les embaumeurs. Pourtant, il y a une série qui a été tellement populaire qui s'appelle Six Feet Under, qui est rentrée là-dedans. C'est sûr que dans une représentation théâtrale, où tu es dans la salle, dans la salle d'embaumement, oui. Effectivement, pour l'ensemble des accessoiristes, décorateurs, il a quand même fallu aussi faire ce corps, c'est-à-dire que le corps qu'on a sur scène de la mère a vraiment été moulé sur quelqu'un. Ah oui. Et on a travaillé avec énormément de respect, même par rapport à ce corps-là. Je crois qu'on avait même demandé, pour l'anecdote, avec la personne qui a été moulée, la femme en question, dont on a moulé le corps, de ne pas venir voir les acteurs. Elle devait rester un mort. Elle devait rester morte. Alors, on sait qu'elle est venue voir le show, mais elle avait pas. On avait demandé à ce qu'elle vienne pas voir les acteurs et ne voulait pas voir leur mère vivante parce qu'elle est morte dans la pièce. Mais effectivement, ça a été tout un travail aussi. J'ai été conseillé. On a été conseillé aussi par une thanatopractrice. Alors, ce qui fait que oui, on est rentré dans cet univers-là en gardant tout de même une licence. C'est-à-dire en gardant la permission que c'est une pièce de théâtre aussi. On n'était pas dans un documentaire sur la thanatopraxie ou encore l'embaumement de quelqu'un. Mm-hmm. Et aussi, on ne voulait pas que ce soit nécessairement, je vais utiliser le terme anglais, mais on ne voulait pas que ce soit gore. On ne voulait pas que ce soit scabreux. Non, effectivement, parce que, mais là où c'est intéressant pour ceux qui n'ont pas vu ou qui n'ont pas lu la pièce, c'est que la personne qui procède à l'embaumement de la femme décédée, c'est sa fille, qui est une thanatopractrice de renommée internationale et qui arrive et durant la pièce, évidemment, il va y avoir des secrets de famille qui sont dévoilés parce que c'est une pièce qui joue sur la vérité, sur le mensonge. Je dis ça, Michel Marc, parce que dans une espèce de préface là, qui est consacrée à la pièce dans la version publiée, tu dis « Encore le mensonge » et plus loin « Encore la vérité, je m'obstine ». Pourquoi encore une pièce justement sur la vérité et le mensonge? Et je pourrais rajouter sur les secrets de famille. Bon, parce que j'ai toujours trouvé que nous sommes faits de demi-vérité et de demi-mensonges. Devoir affronter la vérité et dire la vérité chaque jour, je pense que l'être humain ne serait plus un être social. Alors, ce qui fait que de ce sens-là, oui, je trouve aussi élémentaire le mensonge que l'amour, que le désir, la haine, la mort. Alors, ce qui fait que pour moi aussi, c'est un moteur dramatique extraordinaire parce qu'il y a une dimension très ludique entre le public et aussi la représentation. C'est-à-dire qu'on peut connaître les éléments du mensonge, les personnages ne les connaissent pas, il y a des demi-vérités qui sont échangées. Alors, il y a comme une espèce de dynamique qui s'installe entre le public et la scène. Mais pour être un peu plus philosophique ou encore un peu plus profond sur ma pièce, il n'en demeure pas moins qu'il y a dans ma pièce un mensonge fondamental qui a, si on peut dire, complètement changé le cours de 3 adolescents, une de 12 ans, 14 et 16 ans, dont cette nuit-là, la nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé, on a créé un mensonge qui a été extrêmement dommageable dans leur vie et dans leur vie aussi sociale. Et en même temps, dans ce mensonge-là, il y avait aussi, j'ai voulu aller vers un équivalent en disant, est-ce que c'est pire le viol d'une jeune fille ou encore le fait que 2 athlètes cachent leur homosexualité, parce qu'il y a été ça qui a été joué, et dans ce mensonge-là, on joue sur 2 équivalences sociales, et qui fait que finalement, c'était moins grave le viol d'une enfant que de faire le coming out des 2 garçons. Alors, disons que pour revenir à la question fondamentale, le mensonge me servait justement à faire en sorte que il y a des vérités qui doivent être dites,
et d'avoir le courage d'assumer. Et maintenant, il y a une époque qui fait que beaucoup de vérités peuvent être dites, en tout cas, du moins, de ces secrets-là intimes. Et qui éclate au grand jour, et ça en fait sa théâtralité. Maintenant que tu as vendu la mèche, là, je vais pas tourner autour du pot au cours de l'entrevue, c'est tant mieux pour moi. Mais de ton côté, Mishka, on en a parlé parce qu'on a eu une entrevue là, récemment dans un autre cadre, et je disais que Copeau, et on y a fait allusion là, lorsqu'on a présenté ton œuvre, c'est un couple, finalement, elle et lui. Et tu m'as dit, ça pourrait être 2 hommes, ça pourrait être 2 femmes. Bon, mais c'est elle et lui, et un couple qui dérive chacun de leur côté, le couple qui s'étiole lentement. Et je te disais, c'est un petit peu de l'anti-théâtre, dans la mesure où il n'y a pas de l'action comme telle, il n'y a pas de révélation, c'est juste, mais c'est un moment précis que tu réussis, j'imagine, à approfondir avec une certaine lenteur, puis il n'y a rien de péjoratif là-dedans, mais justement, comment garder l'attention, comment faire quelque chose de théâtral avec ça? Une des choses sur lesquelles j'avais travaillé, c'était un genre d'éclatement du temps dans la pièce. Il y a des scènes qui se répètent. Oui. Ça saute dans le avant et dans le après l'éclatement de ce couple-là. Ça joue beaucoup sur les fronts de voici sa vision à elle d'une certaine chose, voici sa vision à lui d'une certaine autre chose. Donc, ça joue sur ce contraste-là, puis sur le jeu dans le temps. Fait que j'ai l'impression que pour le public, il y a quelque chose d'intéressant aussi de pouvoir refaire, essayer de récupérer ces fragments-là, refaire la grande image, si on veut. Mais oui, c'est certain que c'est pas un texte qui joue sur l'éclatement d'un couple avec le moment où on casse les assiettes puis on part avec les valises. Donc, c'est vraiment un lent processus de détérioration. Puis pour moi, ces 2 personnages-là aussi, c'est vraiment des archétypes. Donc, c'est pour ça que je dis que ça pourrait être un homme et une femme comme c'est dans le texte. Puis en fait, ça, c'est venu parce qu'on avait les comédiens avant d'avoir un seul mot de texte décrit. Ça aurait pu être 2 femmes, ça aurait pu être 2 hommes, il aurait pu avoir n'importe quel âge, c'est pas grave. C'est vraiment des personnages archétypaux qui présentent une réalité de cette détérioration-là, qui présentent quelque chose de peut-être un peu universel, parce que même si c'est pas une relation de couple, des fois c'est une relation de famille, puis Michel Marc est très connu pour toutes ses pièces sur les relations familiales. Des fois, ça peut être même des relations d'amitié, mais ça arrive, ces moments-là où il y a une dérive, où il y a une fragmentation, où il y a un moment où on se dit « Oh, ça fonctionne plus, on n'est plus au même endroit, mais je peux pas dire c'était quand. » Puis c'est comme si c'était ces personnages-là qui essayaient de retrouver à travers tous leurs souvenirs qui sont étalés là, tout brisés, qui essaient de mettre le doigt sur c'est quoi le moment de cassure, puis ils le trouvent pas, puis ils le trouveront pas. Puis en quelque part, c'est peut-être faire la paix avec ça aussi qui fait partie du texte. Puis il y a un parallèle aussi à faire avec les œuvres de Stephen Thompson dont tu parlais, qui, elle, évoluent avec le temps. Stephen, c'est un artiste très particulier. Il se déclare lui-même un artiste écologique. Donc, il fait ses propres pigments, il fait ses propres papiers. Fait que ça veut dire que si tu as une œuvre de Stephen Thompson chez toi, moi j'en ai quelques-unes de ses plus petites, c'est une œuvre qui, dans 10 ans, sur ton mur, pourrait avoir changé de couleur. Parce que le pigment naturel fait avec des plantes, fait avec des minéraux, pourrait s'être oxydé, pourrait avoir varié selon la température dans la maison, selon l'humidité dans la maison, etc. Donc, il y a quelque chose du passage du temps dans les œuvres de Stephen aussi. Puis, une des choses qui a beaucoup évolué dans le travail de Stephen, parce que veut pas, lui aussi, il a continué à travailler en 2015 et 2020. Nous, quand on est parti avec ces 33 œuvres-là en 2015, le travail de Stephen, c'était beaucoup de figures solitaires et beaucoup de duos dans ses œuvres. Donc, c'était une figure. Il travaille énormément avec les figures d'animaux. C'est pour ça la prévalence de tous les animaux dans Copeau. Donc, il y a peut-être un animal ou 2 animaux sur la toile. Puis maintenant, le travail de Stephen est dans l'abondance. Donc, l'exposition qu'on avait de certaines œuvres de Stephen
à la production en mars 2020, c'était des immenses fresques de 10 pieds de long qui occupent tout un mur et dans laquelle il y a 150 petits animaux, tous différents. Donc, lui, son travail, c'est comme multiplié. Il est allé jouer avec la multitude. Puis nous, Copeau, c'est comme un reflet de son travail de 2015 qui jouait beaucoup sur la solitude. Donc, je crois que son œuvre a évolué aussi, la mienne aussi. Stéphane a vu le spectacle. Oui. Qu'est-ce qu'il en a pensé? Son français est pas excellent, mais il a beaucoup aimé l'univers visuel du spectacle. Il était très content d'avoir vu ça. Donc, ouais. Et puis, bon, il y a plusieurs niveaux. Tu as mentionné des collaborateurs. Je sais aussi que tu travailles souvent avec un dramaturge, on peut l'appeler comme ça, Antoine Côté-Legault. Oui. Quel est son apport, puis comment vous travaillez ensemble? Antoine et moi, ça dépend beaucoup des textes. Donc, Copeau, c'était notre 4e collaboration, une 5e qui est venue par après mon travail sur un opéra. Mais Antoine, quand je travaille un texte qui est peut-être d'une facture un petit peu plus classique, un peu comme ce que Michel Marc disait, donc on s'assoit à notre table, on fait des laboratoires avec des comédiens, on l'entend, on retravaille, on le réentend et tout ça. Dans ces moments-là, Antoine, c'est vraiment la personne qui me pose des questions, qui me relance, qui me dit « Es-tu sur cette scène? Tel personnage, je crois pas que blabla. » C'est une des personnes qui connaît le mieux mon travail aussi, puis mes méthodes de travail. Donc, c'est mon excellent interlocuteur pour parler de texte. Puis, dans Copeau, Antoine a pris un rôle un peu différent. Donc, il était autant avec moi sur le texte comme conseiller dramaturgique qu'avec Éric comme dramaturge. Donc, Antoine pouvait faire le lien entre le texte et la mise en scène. Moi, j'ai été beaucoup là quand on était en laboratoire, quand j'écrivais le texte. Mais là, quand le texte était pas mal arrêté, puis que c'était disons, des vraies répétitions un peu plus classiques, je m'éloigne beaucoup parce que je laisse le metteur en scène travailler, je laisse les comédiens travailler. Mais Antoine était encore là pour pouvoir faire le lien. Puis des fois, il venait me voir puis il me disait, il y a eu ça dans la mise en scène, fait que je pense qu'on devrait inverser ces deux scènes-là pour X et X raisons. Puis là, on pouvait en discuter, on pouvait parler de ça. Donc Antoine, dans Copeau, avait vraiment ce rôle double-là, puis il a été d'une aide indispensable. C'est intéressant. Michel Marc, de ton côté, est-ce qu'il y a quelqu'un qui te relie? Est-ce que tu es assisté d'un dramaturge comme Mishka ou c'est vraiment plus solitaire? Tu parlais du schizophrène qui se parle tout seul avec ses personnages. Ça se passe comment de ton côté? Je dirais que plus jeune, je pense tout le monde le sait. Il y a eu Dominique Lafont qui était à l'Université d'Ottawa, qui était pour moi un mentor et qui m'a accompagné pendant une longue période de création. Et il est important aussi, puis ça, je suis convaincu que Michka va être d'accord avec moi, que le dramaturge ne doit pas être quelqu'un de complaisant. C'est quelqu'un souvent qui peut être très dur, qui peut être... et c'est pour ça d'ailleurs qu'on va vers ces dramaturges-là plutôt que des lecteurs complaisants. Il n'en demeure pas moins qu'avec le temps aussi, les metteurs en scène avec lesquels je travaille, les directeurs de théâtre avec lesquels je travaille, et aussi mon éditeur, qui fait en sorte qu'il y a aussi des rencontres de notes, des rencontres qui sont à travers des étapes dans le cheminement, parce que je peux produire jusqu'à 15 versions de la pièce. Ah oui. Ce qui est intéressant tantôt, je vais juste revenir sur Hugues, tu as parlé de peut-être que Mishka c'était l'antithéâtre, mais le théâtre fondamentalement, c'est que la parole est action. Ce qui fait que, indépendamment du parcours narratif qu'on va prendre, il n'en demeure pas moins que nous l'entendons. Je ne sais pas comment dire ça. C'est qu'il y a une musique, elle sera orale. Ce sera un rapport aux comédiens. D'ailleurs, ça doit être assez étonnant pour les gens qui nous écoutent présentement dans un salon du livre. Nous, on dit public, on ne dit pas lecteur. On dit en plus de ça qu'il y a plein d'intervenants dans notre travail et qu'il est complexe pour aboutir quand même à une œuvre qui, je crois, aussi peut être lue, mais qui fondamentalement a été écrite pour être dite. Alors, ce qui fait que je dis que oui, de ce sens-là, il y a des accompagnements constants. Et pour moi, c'est très important parce que des fois, en vieillissant, on pourrait être un peu complaisant en dire, bon, je pense que je suis capable tout seul, alors que non, j'ai encore, je sais pas, une prétentieuse humilité de dire que j'ai besoin des autres.
Mais c'est la beauté, en quelque part, du théâtre, c'est qu'on travaille avec d'autres personnes. Puis c'est certain que si on est un romancier, on a peut-être une relation privilégiée avec un éditeur ou tout ça, mais dans le domaine du théâtre, c'est fondamentalement un art d'équipe, un art qui est destiné à être partagé autant dans sa création que dans sa réception. Puis c'est ça vraiment, pour moi, cette parole-là, c'est fait pour être dit, c'est fait pour être reçu et entendu plus que pour être lu. Puis je veux dire, je vais pas dire que c'est triste d'avoir des pièces publiées parce que ça l'est pas, c'est extraordinaire, mais vraiment, pour moi, mon travail, c'est fait pour la scène. C'est pour ça que la période qu'on vit est une cruauté sans nom. Oui. Parce que c'est, on se demande à quoi on sert. Parce qu'il n'y a pas de public. C'est le désert total. Et de ce sens-là, même s'il y a du public comme à l'automne dernier, excusez-moi, les salles de théâtre avaient l'air à des salons funéraires. C'est comme, bon... Ben dans votre cas, ça convenait, là, mais... Ouais, très bonne répartie. Mais c'est pour ça que c'est très dit. En tout cas, Mishka, ça doit être la même chose, dans le sens qu'on est là un peu en parlant dans le désert, parce que nos lecteurs, c'est le public immédiat. On travaille un souffle qui est partagé au même moment avec nos lecteurs, qui sont un groupe d'individus, l'agora dans la cité, le rassemblement des gens côte à côte, l'un près de l'autre, et les silences sont communautaires, les rires sont communautaires. Il y a comme quelque chose présentement qui, en tout cas, je ne pensais pas tomber sur la pandémie, mais j'écoutais Mika et je reviens à dire que nous vivons une période des arts vivants d'une cruauté sans nom. Oui, la pandémie, mais ça a été comment pour l'auteur, pour le dramaturge? Est-ce que c'est inspirant pour Michel-Marc Bouchard, une pandémie? Il y a quand même quelque chose, pour revenir à ce que je disais plutôt, de dramatique là-dedans, dans les deux sens du terme. Oui, mais je pense que ce serait... j'ai toujours dit que si on écrivait sur la pandémie, ben avant, c'est qu'on n'avait peut-être rien à dire avant, dans le sens que on vit l'isolement, on vit en tant qu'auteur, on est déjà dans une forme de confinement. Ce qui est difficile, c'est exemple... encore là, je vais peut-être être prétentieux, mais j'ai perdu 31 productions à travers le monde. Ce qui veut dire que j'ai vécu 31 deuils coup sur coup. C'est-à-dire que tous ces gens-là, c'est pas rien de dire je coche, ça sera pas joué là. Non, c'est des relations des metteurs en scène, des acteurs, des compagnies qui ont tombé durant la pandémie. Ouais. Et c'est comme... Alors, ce que ça m'a apporté, par contre, je dirais, dans le travail d'écrivain, c'est que plus que jamais, j'ai cherché la lumière. Alors qu'avant, j'avais commencé une pièce, bien sûr, qui était déjà programmée et tout, avant la pandémie, et ma fin était très noire. Et je ne suis plus capable, présentement, d'aller vers une fin aussi noire. J'ai besoin d'une fin lumineuse, parce que je pense que moi-même, j'ai envie que mes mots soient porteurs de lumière, et j'ai envie qu'on fasse un acte de lumière quand on sortira de cette noirceur. On va en avoir besoin. On va avoir besoin, je pense, tous de retourner au théâtre. Je suis certain que ça te manque, Michel-Marc, autant qu'à toi, Mishka, autant qu'à moi, puis autant qu'à plein de gens qui nous écoutent. Justement, parlant de prochains projets, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre en chantier? Tu as parlé d'un opéra un petit peu plus tôt. Oui, donc je travaille sur... j'ai écrit le livret d'un opéra avec le compositeur Tim Brady qui est à Montréal. Donc, c'est le deuxième opéra d'une trilogie d'opéras de chambre. On vient tout juste d'avoir la confirmation de nos sous de développement pour les laboratoires qui devraient pouvoir commencer en 2022. Oui, c'est ça. L'opéra, ça fait beaucoup de gouttelettes, là, donc je pense que c'est pas... Il faut faire bien attention à l'opéra. Puis ça, bon, c'est prévu en ce moment encore pour 2024, cet opéra-là. Et sinon, j'ai commencé à travailler sur un nouveau projet de théâtre aussi. C'est quelque chose qui était un peu en flottement pendant les 2 dernières années. Je suis quelqu'un qui m'assère beaucoup avant de me mettre à écrire quelque chose. Donc, je suis en écriture pour quelque chose de tout nouveau. Puis, moi aussi, un peu comme Michel-Marc, j'ai perdu plusieurs productions cette année. Des productions et des reprises là, de certains spectacles. Puis là, j'attends de voir qu'est-ce qui se passe avec ces spectacles-là. Pour le moment, ils sont reportés une deuxième fois. Puis on attend, on croise les doigts, puis on espère, puis on verra ce que ça va donner.
Michel-Marc, ça macère longtemps aussi chez toi. Dans ton cas, tu parlais d'un processus qui pouvait aller jusqu'à 2 ans, 3 ans. Mais si on parle du processus, est-ce que des fois, tu as des pièces dont tu as eu l'idée principale il y a 10 ans, il y a 15 ans? Oui, avoir l'idée, oui. On a beaucoup d'idées. Mais avant de s'y mettre, je dirais non. Dans l'ensemble, c'est environ de 2 à 3 ans, le processus d'écriture jusqu'à la réalisation. Mishka parlait d'opéra. Mon nouvel opéra, l'Opéra de Montréal, a quand même été reporté, disons qu'il n'a pas été annulé. C'est une entreprise gigantissime, l'opéra. Donc, on a pu réussir, en tout cas, à le reporter parce qu'on était en production. On devait jouer, on devait ouvrir au mois de mars, mais c'est impossible. Alors, ce qui fait que moi, les processus sont, mais de là à dire que ça fait une décennie que j'ai eu l'idée, c'est assez rare. OK. OK. Puis dans le cas de La nuit où Laurier-Gaudreault s'est réveillé, ça, c'est une... Bon, évidemment, il n'y a pas de pièces qui sont jouées là, à l'heure actuelle. Tu as parlé d'une trentaine de Même la reprise au TNM est annulée. Bon, voilà. Par contre, elle deviendra une série télé sous avec l'adaptation et la réalisation de Xavier Dolan. Alors, une série télé, donc on prend une pièce d'à peu près, 1 heure et quelques minutes, on pourra en faire une série télé. Ça demande quand même je dirais, d'amplifier l'histoire, la trame narrative, de donner encore plus de chair aux personnages. C'est quoi le rôle de Michel-Marc Bouchard par rapport à Xavier Dolan dans cette série-là? C'est de faire confiance à Xavier. C'est de dire, en plus de ça, là-dedans, j'ai comme dit, Tom à la ferme, on avait comme fait une co-écriture, une co-scénarisation. Oui. Mais je préférais... je sais pas, c'est le fait que je vieillisse, mais ça me tentait pas de retourner sur quelque chose que j'avais fait. Et je trouve qu'il y avait un tel sentiment de confiance avec Xavier. J'ai fait, écris-le, sois libre. Ce qui fait qu'aussi le théâtre fonctionne, en tout cas dans mon cas, beaucoup par des récits. Alors, ce qui fait que les récits, c'est pas le même temps disons au cinéma ou à la télévision. Alors, on peut étendre, on peut aller chercher dans le temps, alors que au théâtre, qu'est-ce que vous voulez, on est face à une information automatique. Et c'est pour ça qu'il y a des récits pour mettre, si on peut dire, donner un environnement au propos. Oui, il y a les 3 bonnes vieilles unités qu'on respecte davantage, mais dans ce cas-ci, dans la pièce, justement, le temps, l'action, etc. Le plus conventionnel. Moi, j'ai un côté très dinosaure. Alors, ce qui fait que mes très, très classiques, on peut dire, dans ma façon, mon approche mécanique des œuvres, ne demeure pas moins que dans ce cas-ci, l'adaptation de Xavier que j'ai pu lire est étonnamment plus émouvante que moi, ma pièce l'est. Et en plus de ça, c'est qu'on retrouve complètement l'ADN de l'œuvre. Et je suis comme un peu disons consultant. J'ai un droit de regard, mais je n'agis pas comme belle-mère. Ah, c'est bien ça. Mais est-ce que tu dis que c'est encore plus touchant? Qu'est-ce qui explique ça? Est-ce que c'est parce que Xavier Dolan a un petit peu la même sensibilité? On parle ici, tu as fait allusion quand même de 2 personnages qui avaient une relation homosexuelle à l'adolescence. Ça a créé des remous, ça a créé même un mensonge. Tu as tout expliqué, immense, qui a carrément détruit la vie de différentes personnes d'une même famille. C'est sûr qu'il y a comme des proximités de des atomes crochus. D'atomes crochus entre Xavier et moi, sur le rapport à la mère, sur le rapport à l'homosexualité, sur le rapport à la jeunesse un peu folle. Mais en même temps, c'est que je pense qu'il est intéressant dans ce que Xavier a fait, c'est qu'il est allé vraiment fouiller dans les monstres intérieurs de chacun des personnages. Alors, on peut retrouver un peu les parfums de son adaptation cinématographique de Tom à la ferme. Ce qui fait que je trouve qu'il y a comme une continuité de propos, une espèce de suite, en tout cas, à ce qu'on a initié avec Tom à la ferme. Dans ton cas, Mishka, on a parlé d'opéra, on a évidemment beaucoup parlé de théâtre. Est-ce qu'il y a d'autres formes? Par exemple, est-ce qu'un jour, une de tes pièces, tu verrais ça en film? Est-ce que tu verrais ça en série? Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu participerais? En ce moment, j'en fais un peu de scénarisation. Je travaille sur quelques trucs en ce moment. Je veux dire, ça fait 1000 ans que je dis que je vais écrire un roman aussi, un jour. On verra. Ça doit macérer longtemps. Il faut même, oui, je suis le genre de personne qui va macérer ça, puis à un moment donné, je vais m'asseoir puis je vais écrire, mais ça viendra. Bon, écoute, bonne chance, bonne macération. Il y a un lien aussi avec la thanatopraxie, je pense, mais enfin bref. Michel-Marc Bouchard, merci beaucoup, félicitations encore. Merci et puis, au plaisir ça nous a fait plaisir. J'espère, Mishka, que tu auras la chance d'aller
au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et puis, j'espère, Michel-Marc, qu'on va pouvoir t'accueillir en personne à un salon du livre ultérieur, peut-être le 43e, peut-être un autre, mais que ça soit là en personne, puis pas juste en virtuel, et puis que cette pandémie soit derrière nous, et puis que la lumière au bout du tunnel, on la voit, puis dans ta prochaine production aussi. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Puis merci à vous d'avoir été avec nous, et puis on vous invite à rester des nôtres. Il y a encore plein d'activités au Salon du Livre jusqu'à 20h ce soir. À tout de suite.